Xorieri mintzozen errekari, oianeko zuaitzerita, zeroko izarreri, mintzozen aizeari, xoro baten zatzaukaten, xorieri mintzozen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Plus précisément, cette troisième partie du bilan du mois de mai 2022 dans laquelle je vais vous parler de mon expérience de jury du prix Essai France Télévisions 2022. Je vais tout vous raconter, comment ça a commencé, comment ça s'est passé, les livres qui étaient retenus et puis le grand gagnant, mais ça vous le connaissez déjà à l'heure où paraît cette vidéo. Alors comment ça a commencé? C'était au mois de janvier, me semble. J'avais vu passer donc l'annonce qu'on pouvait candidater pour être membre du prix jury, soit roman, soit essai, organisé par France Télévisions et présidé par François Bunel, l'animateur, le fameux animateur de la Grande Librairie. Donc il fallait faire une lettre de candidature que j'ai envoyée, puis il fallait répondre à certaines questions sur Internet, dont la sempiternelle question: quels sont les 3 livres que vous emporteriez sur une île déserte? Donc j'ai fait ma candidature, j'ai fait mon dossier, puis ensuite les semaines ont passé, ça a été long, j'avais presque même oublié que j'avais candidaté, parce que ça a été longtemps après, puis un dimanche, j'ai eu l'immense joie, l'émotion très vive de recevoir un mail dans lequel je recevais la nouvelle. J'étais reçu pour être jury du prix Essai. Voilà, j'avais candidaté pour roman Essai, puis j'avais été reçu pour le prix Essai. Donc j'ai été fou de joie. Pour moi, ça a été un immense honneur et un vrai plaisir, mais aussi une responsabilité. Voilà, j'ai pris très au sérieux ce rôle. Ça a été, j'ai mesuré, on va dire, l'importance que pouvait être pour un auteur, pour une autrice, de recevoir un tel prix. Parce que la récompense, c'est que pendant à peu près 15 jours, sur toutes les antennes de France Télévisions, vous pouvez d'ailleurs le voir actuellement à tout moment sur les antennes de France Télévisions, il y a un clip qui passe pour annoncer le gagnant, la gagnante du prix Essai et du prix roman France Télévisions 2022. Donc c'est très important, c'est pour ça que j'ai pris vraiment très au sérieux cette sélection au jury. Et donc le 30 mai 2022, donc il y a quelques jours, on a été reçus, on était 10 en tout, on a été reçus dans les studios de France Télévisions, reçus par François Bunel lui-même. On a déjeuné avec lui, on a été reçus vraiment comme des rois et comme des reines, c'était extraordinaire. On a super bien mangé. Et on a donc débattu, lui il a animé les débats, il a fait des demandes, des précisions, des questions, mais par contre je tiens à le souligner, c'est vraiment très important et je tiens à l'en remercier par cette vidéo. Il n'a jamais essayé de nous influencer d'une quelconque manière, soit directement, soit indirectement. Il nous a vraiment laissé libre arbitre, à aucun moment il a souhaité nous donner son avis, même après les votes. Bref, il a été vraiment parfait du début jusqu'à la fin. L'organisation en elle-même était parfaite, donc je tiens à remercier France Télévisions pour cet honneur qui m'a été fait, pour cette opportunité, pour cette immense chance, et puis pour le plaisir que j'ai eu à lire les 6 finalistes. Mais je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vais vous présenter donc les 6 livres qui avaient été sélectionnés, puis la gagnante de ce prix Essai France Télévisions 2022. Donc on commence par Claire Marin aux éditions de l'Observatoire, Être à sa place. Un essai très intéressant qui tourne autour de l'idée donc de la place que nous avons dans nos sociétés, de la place qui nous est assignée, soit à notre naissance, soit plus tard, soit par la biologie, soit par la classe sociale, soit par le fait d'être un enfant. On entend souvent cette phrase, pas seulement lorsque nous sommes enfants, mais reste à ta place. Voilà, reste à ta place, une injonction à obéir, à ne pas désobéir, à ne pas sortir du cadre qui nous est fixé. Et Claire Marin s'interroge avec... ce n'est pas un essai linéaire, c'est-à-dire construit du début à la fin, mais en réalité on aurait presque pu commencer par la fin, puis piocher page 19, puis repartir page 133. C'est un essai qui est construit comme ça, avec tout un tas d'interrogations, tout un tas d'exemples quotidiens de la littérature, de la philosophie, du cinéma, qui nous permettent de nous interroger sur qu'est-ce qu'être à sa place et comment sortir de la place qui nous est assignée. Voilà, c'est un essai pour lequel j'avais eu beaucoup de plaisir à lire. Donc, Être à sa place de Claire Marin. Les cahiers d'insouciance de Alexandre Jolien. Donc, Alexandre Jolien, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, c'est aux éditions Gallimard. Voilà. Alors là c'est pareil, c'est pas un essai construit du début à la fin. Là c'est tout un tas presque d'aphorismes un peu à la Nietzsche, un auteur, un philosophe qu'il admire beaucoup, qu'il aime et qui cite
très souvent. Je l'ai trouvé également très intéressant, peut-être un peu moins la deuxième partie que la première partie, où il y avait des moments très intéressants. En somme, ce qu'il veut démontrer, ce qu'il veut montrer par son roman, c'est de faire un équilibre, de faire une sorte de conciliation possible entre se désintéresser de tout et en même temps créer une société plus solidaire envers l'autre. À travers lui, son expérience d'handicapé, à travers son expérience de personne qui n'a parfois pas eu toutes les chances pour se construire dans la vie, la manière dont il s'est construit. Donc voilà, il y a des moments très touchants, des moments très intéressants. J'ai été peut-être un peu gêné par deux choses, la construction par aphorisme qui est vraiment parfois peut un petit peu lasser, notamment dans la deuxième partie. Malgré tout, ça a été quand même un grand plaisir de lire cet ouvrage et il avait toute sa place dans les 6 finalistes de ce prix. Porca Miseria de Tonino Benacquista, encore aux éditions Gallimard. C'est un romancier que j'aime beaucoup. Alors les romans les plus connus ne sont pas forcément ceux que j'avais préférés de lui, mais j'avais adoré par exemple Saga et puis surtout Quelqu'un d'autre, qui sont 2 romans pour moi superbes de Tonino Benacquista. Et là, pourquoi Porca Miseria? Parce qu'il raconte son enfance, il raconte un peu sa vie, il rapporte son rapport, sa relation avec la langue française. Ses parents chez lui ne parlaient pas forcément le français, ils parlaient un dialecte situé plutôt entre Rome et Naples, c'est ce qu'il explique. Et Porca Miseria, c'est une sorte de juron italien pour dire chienne de vie, mince alors, que les Italiens et que ses parents employaient beaucoup. C'est un récit très drôle, touchant, très sincère, parce qu'il rapporte également sa relation avec la littérature qui n'a pas toujours été une grande histoire d'amour, donc c'est très sincère et très honnête de nous faire cette confession. Il n'est pas là à nous expliquer j'ai lu Proust à 12 ans, j'ai lu Mallarmé à 15 ans, non, il nous explique que pendant des années, pendant très longtemps, il n'aimait pas lire, il refusait même de lire les livres qu'on lui faisait lire à l'école, et ça a été très tardivement qu'il est tombé fou amoureux de la littérature, donc c'est assez intéressant à lire, c'est en tout cas un vrai plaisir que j'ai eu à lire ce récit un peu autobiographique. C'est plus une non-fiction qu'un essai, mais c'était vraiment très intéressant. Tonino Benacquista, là je vous le conseille, c'était un livre vraiment très plaisant à lire. Un autre ouvrage que j'ai trouvé vraiment passionnant, du début jusqu'à la fin, c'est Titiou Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, les grandes oubliées. Et là, c'est aux éditions L'Iconoclaste. La couverture est particulièrement belle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner vos commentaires dans les commentaires. Donc Titiou Lecoq est écrit avec une préface de Michel Perrault. Un ouvrage très intéressant qui montre que l'histoire des femmes à travers le temps n'est pas une histoire d'une émancipation progressive, n'est pas aussi linéaire qu'on pourrait peut-être nous le faire croire, mais il y a eu des siècles, il y a eu des moments dans l'histoire où la femme a eu plus de droits, plus de place, a plus compté que dans d'autres moments, et c'est un petit peu ça aussi, c'est un pendule qui oscille, et donc ce n'est jamais gagné, et en fonction des siècles, en fonction des pensées. Donc elle revient sur quelques personnages historiques féminins qui ont compté, sur l'époque des cathédrales, où il y avait des femmes qui construisaient les cathédrales, sur l'époque du Moyen-Âge, où il y a des femmes qui se battaient. Bref, un ouvrage intéressant qui montre une toute autre facette de l'histoire de France que celle que nous sommes habitués à lire. Quelque chose qui avait vraiment tout à fait sa place. Et comme les 5 autres finalistes, les 6 finalistes abordent des thèmes qui sont d'actualité, qui sont un petit peu tabous, sur la place, sur le handicap, sur le rapport à la langue française, et là sur le rapport de la place des femmes dans notre société et dans l'histoire. Et c'est en cela que le choix, je pense, était vraiment très bon d'avoir choisi donc cet ouvrage de Titiou Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, les grandes oubliées, aux éditions L'Iconoclaste. C'est un ouvrage qui avait du succès. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le faire. Un ouvrage que j'ai adoré, de Raphaël Gaillard, aux éditions Grasset, Un coup de hache dans la tête. Et je ne sais pas si vous le voyez bien à cause du soleil, peut-être là peut-être c'est mieux. Donc Un coup de hache dans la tête de Raphaël Gaillard, qui est normalien et psychiatre. J'ai trouvé cet ouvrage passionnant, vraiment, hein, pour moi d'ailleurs c'est révolutionnaire. C'est un ouvrage qui se présente un peu en 3 temps. Dans un premier temps, il nous explique que les troubles mentaux, que ce soit la schizophrénie, la paranoïa, bref, tous ces différents troubles mentaux sur lesquels on a une image un petit peu parfois fantasmée et puis parfois très négative, sont consubstantiels à l'humanité. C'est-à-dire que la science a prouvé, et la science démontre que ce qui fait que l'Homo sapiens a été sélectionné un petit peu et est resté dans l'humanité, contrairement à l'homme de Néandertal par exemple, c'est le fait de la présence de ces fameux
troubles mentaux. Donc les troubles mentaux sont le miroir de l'humanité, sont ce qui fait l'être humain. Ils ne sont pas une sorte de construction négative de l'être humain, ne sont pas une anomalie de l'être humain, mais font partie en soi de l'être humain. Et ça pour moi c'est révolutionnaire, je l'ignorais totalement, j'étais passionné par cette découverte. Mais il montre également qu'il y a un rapport entre troubles mentaux et artistes. Et un coup de hache dans la tête, c'est d'ailleurs une expression de Diderot qui dit que les artistes ont un coup de hache dans la tête. Il y a cette idée que l'artiste serait un peu fou, l'artiste et la folie, un peu ce fantasme. Il montre qu'effectivement, il y a un rapport entre la création artistique et les troubles mentaux. Mais il montre dans une deuxième partie, et c'est là que c'est vraiment génial, je trouve, dans cet essai, que les troubles mentaux ne sont pas assimilés à la création artistique. C'est-à-dire que l'artiste n'est pas atteint de troubles mentaux. Au contraire, les troubles mentaux vont entraver la création artistique de la personne elle-même. Donc il y a un rapport entre humanité et troubles mentaux, mais l'artiste, lui, n'est pas atteint de ces troubles mentaux. Et donc il montre dans une troisième partie que, en réalité, le rapport entre troubles mentaux et création artistique est dans la parenté. C'est dans la parenté de la personne atteinte de troubles mentaux qu'on va trouver une création artistique particulièrement développée. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire un frère, une sœur, un père, une mère, un enfant, un garçon, une fille. C'est dans la parenté qu'on voit l'assimilation entre création artistique et troubles mentaux. Bref, j'avoue peut-être ne pas forcément avoir tout compris de l'essai, parce que c'est une thématique, moi, qui m'était un petit peu étrangère, je ne suis pas du tout spécialisé en sciences, donc vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien peut tout à fait lire l'ouvrage. Il est quand même très clair avec certains passages un peu plus difficiles que d'autres, mais en même temps c'est aussi ça qu'on attend d'un essai, de ne pas tout comprendre et d'être encouragé à rechercher davantage, à lire un peu plus sur le sujet. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé cet essai génial. Et puis en plus il est particulièrement bien écrit, c'était l'un des livres de la sélection pour moi qui était le mieux écrit. Donc vraiment je vous encourage à aller lire ce livre, il est révolutionnaire, vous allez apprendre énormément de choses. Et puis vous allez prendre plaisir dans la lecture de cet essai donc, de Raphaël Gaillard aux éditions Grasset, Un coup de hache dans la tête. Et puis la grande gagnante, là un essai vraiment aussi extraordinaire que j'ai adoré, Marianne Chaillan, Où donc est le bonheur, aux éditions Équateur. Là pareil qu'un coup de hache dans la tête, j'ai trouvé cette lecture révolutionnaire, très bien écrite, sensible, émouvante. Vraiment c'est aussi ça qui fait que nous l'avons choisi, c'est qu'elle mélange à la fois un aspect didactique très intéressant sur la philosophie, un aspect stylistique parce qu'il est particulièrement bien écrit, et puis un aspect émotionnel parce que c'est important, la littérature doit nous transmettre de l'émotion. Pour moi c'est l'un des vecteurs premiers de la littérature, c'est quelle émotion elle nous transmet. Et là c'est vraiment un ouvrage très émouvant avec certains témoignages, certaines anecdotes issues de son enseignant, de son métier d'enseignante en philosophie. Elle montre dans une première partie que la quête du bonheur est une quête vaine. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rechercher le bonheur. À partir du moment où on le recherche, c'est qu'on n'en est pas, ce n'est pas possible de l'avoir. Bref, le bonheur tel qu'on se l'imagine n'existe pas, avec des exemples de littérature, de philosophie, etc. Donc pendant toute une partie, elle plombe un petit peu l'ambiance parce qu'elle dit en fait il n'y a pas de bonheur, ça n'existe pas, ça sert à rien de le chercher. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Mais dans une deuxième partie, parce qu'elle n'est pas non plus complètement dans le pessimisme, contrairement à ce que je peux vous dire, elle nous explique qu'en fait on se trompe sur la définition du bonheur, sur ce qu'est le bonheur, et on se trompe sur la manière d'atteindre le bonheur. La manière d'atteindre le bonheur, la définition du bonheur ne sont pas du tout celles qu'on imagine, et ce n'est qu'à cette condition-là que nous pourrons atteindre le bonheur. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Je vous en dis pas plus parce que je vous laisse vraiment le découvrir. C'est un superbe essai donc, de Marianne Chaillan avec des références littéraires, des références cinématographiques extraordinaires. Une référence, d'ailleurs, je vous laisse vraiment découvrir ce passage qui est vraiment génial, mon passage préféré, sur une nouvelle d'Albert Camus. Vous irez lire ça, c'est vraiment fascinant. C'est fascinant la façon dont elle l'interprète. Et voilà, encore une fois, Marianne Chaillan mérite absolument ce prix Essai France Télévisions 2022. Je suis ravi pour elle, je suis ravi pour les éditions Équateur. C'est vraiment une superbe nouvelle, une superbe trouvaille et un super essai donc, qui mérite ce prix. Bravo à elle et bravo aux éditions Équateur pour ce prix Essai donc France Télévisions 2022. Voilà, donc j'en ai terminé. Je tiens encore une fois à exprimer toute ma gratitude vis-à-vis de France Télévisions, de m'avoir offert cette opportunité d'être pour la première fois de ma vie jury d'un prix littéraire. C'était vraiment une super expérience, j'ai adoré le faire, j'espère qu'il y en aura d'autres et que je prendrai à chaque fois toutes les opportunités comme ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité. En plus, bon, j'ai gagné un petit cahier France Télévisions,
c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc voilà, tout était génial. Merci à France Télévisions. Merci à François Bunel pour sa gentillesse, son amabilité, son professionnalisme. C'était vraiment génial. Nous qui adorons avec mon épouse regarder La Grande Librairie, j'avais l'impression d'y être avec François Bunel qui animait nos débats, qui nous posait des questions et tout. C'était super. Donc voilà, j'en ai terminé avec donc ce bilan du mois de mai 2022. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et lisez des livres.